Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus pour écouter Mélanie Traversier aujourd'hui. En préalable, je rappelle que cette conférence est aussi faite en partenariat avec la revue de culture générale L'Éléphant, que je remercie de son invitation et de sa participation. Alors, on est parti pour 3/4 d'heure, Mélanie, si tu es d'accord, de conférences dialoguées. Et on gardera un petit quart d'heure pour échanger avec le public. Et nous enchaînons avec ensuite une signature. Parce qu'ils vont tous venir nombreux acheter ton livre, qui est absolument remarquable, qui est un régal de lecture. Je le dis parce que c'est vrai et que donc ce n'est pas souvent le cas. Donc je te présente. C'est pas toujours le cas. C'est-à-dire un livre qui a une grande tenue universitaire et qui se lit aussi comme un roman. C'est pas toujours systématique. Allez, je te présente rapidement. Tu me corriges si je me suis trompée. Donc tu es maîtresse de conférences à l'Université de Lille, mais également comédienne. Tes travaux portent sur l'histoire sociale du spectacle, de la musique et des études de genre dans l'Europe des Lumières, avec une spécialité, ou en tout cas tu es spécialiste de la diffusion de l'opéra italien. Nous allons d'ailleurs le croiser, nous allons croiser Naples, et de la circulation des musiciens, mais surtout des musiciennes en Europe. Tu es notamment l'autrice, tu as le choix, de gouverner l'opéra, une histoire politique de la musique à Naples, du journal d'une reine, Marie-Caroline de Naples, dans l'Italie des Lumières, et tu as co-dirigé La musique a-t-elle un genre? On peut-être finira là-dessus. Le livre pour lequel tu viens aujourd'hui converser avec le public, et que de toute façon tout le monde le voit, il est sur tous les écrans, s'appelle L'harmonica de verre et Miss Davis, avec un sous-titre, et c'est sur la mécanique du succès au siècle des Lumières. Alors, ton ouvrage commence par un premier paragraphe absolument étourdissant où tu fais le listing de tout ce que nous allons croiser dans ce livre, à la fois deux femmes, deux sœurs, un homme célèbre, Benjamin Franklin, Constant, ça c'est la prof de lettres qui ressort, Benjamin Franklin, pardon, un instrument de musique qui existe déjà mais qui est renouvelé par le génie d'invention de Benjamin Franklin. Nous allons aussi croiser un éléphant, quelques chefs indiens, mais aussi des maîtres verriers. L'idée absolument, très intéressante, et de retracer en fait le destin commun à la fois d'un instrument de musique, l'harmonica, de son inventeur, Benjamin Franklin, qui, quand il commence à l'inventer, est assez peu célèbre, mais finit par finalement damer le bion à tout le monde, puisque c'est lui qu'on retiendra à la fin sur les livres d'histoire et de musicologie. Deux sœurs, les sœurs Davis, l'une qui sont anglaises, d'origine irlandaise et qui sont anglaises et qui vont sillonner l'Europe, la première étant celle qui va jouer pour la première fois de l'instrument, la deuxième étant plus jeune, une cantatrice. Mais aussi, évidemment, ce que tu rappelles en citant Howard Becker, les mondes de la musique. C'est-à-dire que ce livre ouvre sur une sorte de panorama lumineux, puisque c'est au siècle des Lumières, du XVIIIe siècle des Lumières, des musiciens, des musiciennes, des réseaux, des médias naissants. Et donc, c'est un destin commun et en même temps un destin unique que tu parcours dans ce livre. L'idée étant de découvrir les mondes croisés de la musique et de la science, mais aussi de la médecine, mais aussi la manière dont les femmes tentent d'exister, existent par le biais de la musique, mais sont aussi, hélas, et peut-être irrémédiablement ou toujours, ou de façon assez récurrente, invisibilisées quand le succès cesse d'être au rendez-vous. L'ouvrage se divise en 3 parties qu'on va suivre, si tu es d'accord. La première retrace à la fois l'invention de l'instrument et la manière dont ces deux femmes vont connaître un essor comme talent prodige. La deuxième partie montre comment en fait ce succès se construit à partir de réseaux européens, de réputation, mais aussi comment se fabrique la renommée musicale pour les femmes et pour les musiciens à cette époque-là. Et la troisième, un peu plus tragique, raconte le dérèglement, en fait, à la fois du succès de ces femmes, mais aussi le dérèglement de la mécanique, puisque cet instrument qui était céleste va devenir peut-être diabolique. Commençons par la première partie, si tu es d'accord.
Nous sommes le 19 février 1762 et a lieu le premier concert de Miss Davis sur l'harmonica. Qui est-elle? D'où vient-elle? Et qui sont les enfants prodiges musiciens au XVIIIe siècle? Merci beaucoup Sophie d'abord pour cette très généreuse présentation et tous les compliments que tu as fait au livre qui rejaillissent aussi sur toute l'équipe du Seuil représentée ici par Caroline Pichon, et j'ai des pensées pour Séverine Roscoe et Séverine Nickel qui ont beaucoup accompagné aussi l'écriture et qui m'ont aidé à tenir bon pour aboutir à cet ouvrage. Alors, Marianne Davies, c'est elle, Miss Davis. Elle est connue sous ce nom, d'abord parce que ses premiers éclats dans la presse musicale du milieu du XVIIIe siècle en Angleterre la mettent à l'honneur alors qu'elle est encore une enfant. Donc, elle est une Miss. Elle va rester célibataire, donc toute sa vie, on l'appellera Miss Davis. Elle-même se nomme Marianne Davis et parfois italianise son prénom suite à ses tournées dans la péninsule italienne. On y reviendra plus tard. Marianne Davis est née dans une famille de musiciens. Son père, Richard, était lui-même un musicien relativement connu. C'est lui qui l'a formée sans doute à la musique, qui lui a transmis les rudiments de la pratique d'abord du clavecin, qui est un instrument tout à fait banal, normé pour la pratique des femmes artistes qui s'exhibent sur scène de manière professionnelle. Mais ce qui est plus surprenant, c'est que Miss Davis est aussi très tôt devenue une virtuose de la flûte traversière, ce qu'on appelle aujourd'hui la flûte traversière. Ce qui, pour le coup, est une pratique particulièrement originale pour l'époque. L'instrument avant, qui plus est la flûte, était associé à une pratique, disons, non seulement peu séduisante pour la grâce féminine, mais qui était associée aussi à un imaginaire qui ramenait les musiciennes vers le monde de la prostitution, etc., etc. Donc les instruments avant n'étaient pas du tout recommandés ni recommandables pour les femmes. Mais comme Marianne Davis était issue elle-même d'une famille de musiciens, elle a échappé en quelque sorte à ces stéréotypes de genre qui contraignaient le choix des instruments, et donc pour les femmes artistes. C'est important de rappeler cette double vocation de la musicienne, claveciniste et flûtiste, parce que c'est précisément parce qu'elle a brillé très tôt sur ces deux instruments, en se produisant d'abord en duo avec son père, puis seule, qu'elle a sans doute été choisie par Franklin himself pour être donc la première interprète de ce nouvel instrument conçu par ce génie, qui était donc quand même d'abord célèbre pour ses travaux en physique lorsqu'il arrive à Londres à la fin des années 1750, et il crée cet instrument en collaboration avec des maîtres verriers anglais durant l'année 1761, et le premier concert, tu l'as rappelé, a lieu donc en 1762, en février 1762. Et il a choisi Marianne Davis parce que, comme vous le voyez sur cette image, qui est la seule image que j'ai retrouvée représentant un concert d'harmonica et un concert d'harmonica interprété par Marianne Davis. Ce n'est pas un concert londonien, c'est une image qui renvoie à un concert donné à Paris en 1765 par Miss Davis, dans un cadre, vous voyez, relativement privé, un concert de salon, mais qui vous permet d'apprécier déjà la posture de la musicienne. On joue d'un harmonica de verre, on y reviendra peut-être sur ce qu'est cette drôle d'instrument, célèbre à l'époque, mais aujourd'hui complètement oublié, qui fait partie des insolites, voire des bannis, des oubliés des musées de musique et des scènes musicales. La musicienne, le musicien, l'interprète, a une posture qui est celle habituelle du claviériste. Il faut une dextérité des deux mains pour pouvoir en jouer, puisque le musicien frotte toute une série de bols de cristal, d'où le nom à glass harmonica, qui est aussi retenu dans la bibliographie. Franklin lui-même a nommé son instrument en l'appelant harmonica, en hommage, écrit-il, à un savant italien, en hommage à la culture musicale italienne, puisque l'Italie reste au XVIIIe siècle le siège de la musique, le modèle indépassable de la culture musicale. On frotte les doigts mouillés
ces bols de cristal enchâssés sur une tige horizontale. Ces bols de cristal produisent un son cristallin qui rappelle évidemment aussi certaines tonalités et le timbre même de la flûte traversière. Donc il y a sans doute cette imbrication des compétences de Marianne Davies, qui est déjà aussi connue des amateurs de musique londoniens, qui explique pourquoi elle a été ainsi honorée, elle a à peine 20 ans, pour présenter l'instrument de celui qui est connu comme philosophe, pour employer le terme de l'époque, et pour ses travaux de physique. Et il est là à Londres pour des questions diplomatiques, on ne va pas rentrer dans les détails, mais dans, disons, les tensions entre les colonies américaines et bien sûr la métropole anglaise. Est-ce que vous voulez voir cet instrument en vrai? C'est l'occasion ou non? On le montre? On fait tout à l'heure. Allez, on fait un teasing. Tout à l'heure, un petit teasing. Tout à l'heure, vous aurez droit à un petit morceau de musique. On pourra montrer la machine. Ouais, la machine, voilà, c'est ça. Peut-être pour imaginer, en fait, tout simplement. Attends. Hop. Ah, suivante. Au secours. Au secours. Voilà. Non. Alors, vous voyez, on parle de technologie, mais moi, je suis formée au Macintosh. Donc, voilà. Alors, j'évoquais à l'instant le geste de nomination par Franklin qui qualifie donc cet instrument, cette machine musicale, le terme est employé, d'harmonica. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ce livre, j'essaye aussi de montrer comment les instruments de musique sont des machines comme les autres, simplement elles produisent du son, et l'idée c'est qu'elles produisent le meilleur son possible ou qu'elles offrent la meilleure palette sonore possible, soit en termes de pureté du son, soit en termes de volume, soit les deux, etc. etc. Donc Franklin a envoyé une lettre en 1762 à un célèbre collègue physicien, lui-même électricien, turinois, Beccaria, et c'est la première fois qu'on a la mention par Franklin lui-même de l'harmonica. Et il décrit très longuement son instrument, très longuement dans une lettre en anglais. Je fais ce détour pour documentaire pour vous présenter maintenant cette image. Parce que cette image, elle date de 1773, donc 11 ans plus tard, au moment de la publication de la traduction des œuvres complètes de Franklin. Et son traducteur français ne comprend pas dans le détail comment ça marche. Il n'a lui-même jamais vu un harmonica de verre. Il y a eu ce bref épisode parisien en 1765, mais la plupart des Parisiens, appartenant même aux élites, n'ont jamais entendu cet instrument, ne l'ont pas vu, n'en ont pas vu une représentation iconographique. Et donc, il pose toute une série de questions à Franklin pour être sûr de bien traduire la présentation mécanique de l'affaire, et il lui demande une gravure. Et donc, c'est cette gravure que l'on trouve dans les œuvres de Franklin qui vous montre déjà qu'on est aussi face à une machine, littéralement. Donc, comment ça marche concrètement? Donc, le musicien assis devant ces bols de cristal de diamètre décroissant, enchâssés sur une tige de verre, les met lui-même en rotation par le biais d'une pédale ou d'une manivelle qui active la roue que vous voyez à l'écran. Et selon la vitesse de rotation et selon la force du frottement sur ces bols de cristal, le son est plus ou moins fort, et plus ou moins aigu, plus ou moins grave, etc. etc. Et bien sûr, le rythme de la mélodie peut être lui-même varié. Vous remarquez que cette machine musicale est également associée à deux petits tiroirs. Ces deux tiroirs, ils servent à déposer parfois du talc pour favoriser l'assèchement des mains avant que le musicien ne se les hydrate avec une eau de qualité. On peut y poser des partitions, etc., des éponges s'il y a trop d'eau, etc., etc. Et puis, ces bols de cristal, qui sont évidemment extrêmement fragiles, sont transportables et sont présentés dans un coffre, d'un bois précieux que vous voyez ici, donc ouvert. Donc, une fois refermé, on ne sait pas ce qu'il y a dans cette boîte, si c'est que c'est une boîte donc de forme conique, un peu étrange. Ce qui permet aussi de transporter cet instrument. Les pieds sont amovibles, et c'est important de le rappeler parce que ça veut dire aussi que l'instrumentiste peut voyager avec son instrument.
en espérant préserver la qualité, l'intégrité des dites cloches. Ce qui n'est donc pas sans conséquence pour les tournées, donc pour faire connaître cet instrument, le promouvoir, tout en promouvant la jeune musicienne Marianne Davies. Alors justement, on passe à l'étape suivante. Elle commence à avoir du succès d'abord à Londres, où elle fait un certain nombre de concerts. Elle donne aussi des concerts dans les maisons de façon, on va dire, plus privative. Et puis, pour se lancer, il faut passer par l'Europe, faire un tour de l'Europe, passer par Paris, mais aussi par l'Italie. Et c'est là qu'on découvre, à la fois avec elle et sa sœur qui commence à rentrer sur scène, Cécilia, il va falloir en parler, on découvre une sorte à la fois de plan média, on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire une stratégie de diffusion de telle façon à ce qu'elles puissent prolonger et étendre leur succès. Et en même temps, on voit qu'il y a un chemin, comme jadis, le tour de l'Europe pour les élites. Là, il y a un chemin du succès pour les musiciens et les musiciennes. Oui, il y a une sorte de grand tour, alors là pour le coup musical, qui a une double vocation, promouvoir donc ces deux sœurs, l'une qui est déjà un peu connue, Marianne Davies, et l'autre qui doit perfectionner son art du chant comme chanteuse, et le second objectif étant celui de faire connaître cet instrument. La trajectoire de cette tournée entre 1767 et 1773 se calque littéralement sur l'Europe des villes, puisqu'évidemment le marché de la musique est polarisé par les villes, et notamment les villes de cour et toutes les villes qu'on peut dire capitales. Ce qui est très intéressant d'un point de vue documentaire, et qui est assez exceptionnel, c'est que cette tournée est documentée par un recueil de lettres de recommandation, ce qui est tout à fait rare de pouvoir en disposer, et c'est encore plus rare lorsqu'on s'intéresse aux carrières des femmes qui ont laissé beaucoup moins de traces dans des archives familiales, encore moins dans des institutions d'emploi, puisqu'il y avait peu d'orchestres ouverts aux femmes. Elles appartenaient rarement à des troupes permanentes, qui plus est donc lorsqu'elles étaient instrumentistes solistes. Et donc on peut reconstituer le parcours, en tout cas le parcours rêvé, les réseaux que ces sœurs et leurs parents, puisqu'elles sont à ce moment-là accompagnées par leurs parents, qui sont à la fois des chaperons, mais qui sont aussi le soutien logistique, pendant qu'elles se concentrent à l'art et à la promotion de leurs talents et de leurs instruments. On peut reconstituer donc la diversité des réseaux qu'elles ont mobilisés. Donc très classiquement, on retrouve des mélomanes, des pères musiciens, un certain nombre d'artistes, mais aussi des diplomates, des membres de la diaspora anglaise, en particulier en Italie. Et puis, ça a été l'une de mes découvertes, l'importance du réseau scientifique mobilisé pour faire connaître ces sœurs, précisément parce qu'elles jouent. Donc Marianne joue, accompagnée à la voix par sa sœur Cécilia, elle joue d'un instrument conçu par le Newton de l'électricité, comme il est appelé parfois, Benjamin Franklin. Et donc, elles sont présentées comme des musiciennes, je cite, frankliniennes, et il s'agit de promouvoir pour ces scientifiques, ces réseaux scientifiques, astronomes, médecins, physiciens, de promouvoir, en fait, attention, scoop, le premier instrument de musique électrique. Parce qu'il s'agit par un geste de frottement de produire des ondes dont on pense qu'elles ont des analogies très évidentes avec l'électricité. Et donc l'histoire de cet instrument croise aussi toute une série de réflexions, de questionnements, d'usages et de réticences aussi par rapport aux usages de l'électricité. Étrangement, d'ailleurs, tu montres qu'au début, l'instrument est assez peu associé à Benjamin Franklin, et qu'à mesure que ces jeunes femmes ont du succès et qu'elles vont décliner, la Franklin mania, elle, prend le relais. C'est-à-dire que finalement, la figure de l'inventeur prend le dessus sur l'instrumentiste qui, au départ, initie en fait le succès de l'instrument. Oui, au départ, disons-le parce que c'est rare, Franklin est absolument invisibilisé dans les stratégies promotionnelles. On dit, venez écouter une double nouveauté, un nouvel instrument, jamais entendu jusque-là, qui a le mérite de produire une musique particulièrement céleste par sa pureté sonore, qui ne se désaccorde jamais,
Ça, c'est un élément très important aussi. Et autre nouveauté, une musicienne, une instrumentiste que vous n'avez encore jamais vue parce qu'elle est anglaise, vous ne l'avez jamais encore entendue, et en plus elle chante avec sa sœur qui elle-même débute sa carrière de cantatrice. Et donc c'est ensuite seulement que ces relais scientifiques mettent en avant la figure de Franklin. Et ensuite, dans le sillage évidemment des conséquences de l'histoire diplomatique, de l'histoire des luttes coloniales américaines, lorsque Franklin s'installe durablement en France, à partir de la fin de l'année 1776, Franklin, en tout cas dans la promotion de l'instrument en France, devient le sésame. Alors, c'est un peu délicat de parler ici de Franklin, alors que le spécialiste de la Franklin Mania est dans la salle. Mais Franklin, on se précipite aussi chez Franklin à Passy, parce que Franklin joue lui-même de l'harmonica et parce que c'est Franklin. Et on se pique un peu d'harmonica, de musique céleste, parce que c'est l'instrument de Franklin. Alors, intervient un troisième domaine assez inattendu qui est l'industrie du cristal. C'est-à-dire qu'on va essayer de refaire à l'identique cet instrument en essayant de récupérer le secret de fabrique, si je puis m'exprimer ainsi. Et là, on tombe dans une histoire d'espionnage. Alors, tout à l'heure, tu rappelais qu'à partir de cet instrument, je faisais miroiter sur ces bols de cristal toute une série de questionnements autour des lumières. Et j'ai aussi tiré un fil qui est celui de la rivalité économique, industrielle entre l'Angleterre et la France du XVIIIe siècle, autour donc de cette production verrière et notamment autour de la production de cristal. Franklin étant en France et l'Angleterre pratiquant, après la guerre de 7 ans, une guerre économique très forte et en défaveur, bien sûr, de la France, il s'agit de pouvoir rivaliser avec cette industrie verrière et, pourquoi pas, créer aussi des instruments de cristal et des objets décoratifs en cristal aussi. Et donc, il y a tout un projet de cristallerie à Saint-Cloud, dans l'actuel parc de Saint-Cloud, qui bénéficie du patronage de la reine de France, Marie-Antoinette. Alors, c'est intéressant parce que Marie-Antoinette connaît sans doute déjà l'harmonica parce qu'elle l'a découvert à Vienne, qui a été une étape fondamentale sur la route de l'Italie, puisque c'est là que pour la première fois, un morceau a été composé par le compositeur Hasse, dédié, spécifiquement écrit pour l'harmonica, avec comme librettiste, pour les paroles, Métastase lui-même. Donc c'est pour dire, c'est des grands clignotants quand même, des grands marqueurs de l'histoire de la musique qui sont associés à cet instrument, outre Mozart. Et Franklin supervise les essais en termes de cristallerie en France. Les Anglais, bien sûr, en sont fort contrariés, et il y a toute une série de pratiques d'espionnage, de sabotage, pour faire échouer ce projet français. Et je ne crois pas finalement qu'il y ait eu beaucoup d'harmonica produits en France pour cette pratique qui, par ailleurs, a un peu ensuite été discréditée. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Alors justement, on y arrive. On est au sommet de la gloire des sœurs Davis. Cecilia est devenue l'inglesa, c'est-à-dire la première cantatrice d'origine anglaise à être reconnue à Naples, qui est le lieu par excellence de l'opéra. Elles ont animé à peu près tout leur réseau, 49 lettres de recommandation, ce que tu disais tout à l'heure, les médias en parlent, elles connaissent des gens, dont les Mozart, donc elles ont fait rayonner tout leur succès. À ce moment-là, ça risque de tomber un peu, et donc il faut relancer la carrière. Et là, on va entrer dans une sorte de déclin progressif, et qui est à la fois le dérèglement du succès de ces deux femmes qui vont être considérées comme étant trop âgées et déjà un peu finalement périmées, puisqu'il y a de la concurrence qui arrive derrière, même si elles jouent devant un chef indien, etc. Donc on essaie de renouveler avec tout un environnement autour qui est censé réactiver régulièrement le succès. Et parallèlement, l'instrument commence lui aussi à susciter des doutes. Comment tout cela se dérègle progressivement ?
Oui, cette mécanique du succès se désaccorde, d'abord pour les sœurs Davis et ensuite pour l'harmonica de Crystal lui-même. D'abord pour les sœurs Davis et d'abord pour Marianne Davis qui, à partir des années 1780, au moment où elle séjourne à nouveau à Florence, est atteinte de troubles nerveux. Alors ensuite, la légende va raconter que c'est à cause de la pratique de l'harmonica, mais ce n'est pas attesté. J'en dirai peut-être 2 mots tout à l'heure. Mais en tout cas, elle est empêchée en raison de cette mélancolie, de ces difficultés psychiques. Elle ne peut plus se produire en public. Et donc, il n'y a plus que dans cette unité économico-artistique familiale qu'est ce duo des sœurs Davis, hein, le père et la mère sont morts entre-temps, il n'y a plus que Cecilia Davis à pouvoir assurer les revenus et la poursuite de sa propre carrière tout en prenant soin de sa sœur. Mais elle-même, donc même si elle a été consacrée comme l'Inglesina, la première chanteuse d'origine anglaise à être applaudie sur des scènes italiennes, elle-même fait front à un milieu de plus en plus concurrentiel. Il y a des plus jeunes artistes, peut-être dotés d'une voix plus agile, qui peu à peu la supplantent. Au moment où elles reviennent toutes les deux à Londres, à la fin des années 1780, il y a ce verdict terrible que j'ai repéré donc, dans l'une des sources, hein, elle est being passée en français. Donc, qui dit bien aussi le drame de toutes ces femmes artistes vieillissantes, qui, comme les chanteurs, bien sûr, ont une voix qui s'affaiblit avec l'âge, dont la palette s'érode, mais qui n'ont pas les ressources familiales, qui n'ont pas les ressources corporatives pour maintenir un niveau de revenu ou une qualité de vie relativement correcte. Donc, disons que la fin de carrière et la fin de vie des deux sœurs Davis est particulièrement dramatique, etc. Du côté de l'harmonica de verre, il y a progressivement un discours qui discrédite l'instrument et qui concurrence les éloges qui continuent pourtant encore à s'abattre sur l'instrument comme instrument divin, instrument de la musique des anges, instrument céleste, le plus doux possible, etc., etc. Ce discrédit, il s'appuie sur la réactivation de questions qui sont liées depuis au moins Platon. Chère Sophie, tu me corrigeras si je dis des bêtises. Depuis au moins donc Platon, on s'interroge sur les vertus et la toxicité de la musique, sur la santé des humains, mais aussi la santé des animaux. Et cet instrument polarise petit à petit ces enjeux. Alors, d'abord pour dire que cet instrument peut être un instrument thérapeutique, il peut être intégré dans une pratique de soins. C'est le pari que fait Mesmer, sauf que c'est Mesmer, donc évidemment dans le sillage des débats autour du mesmérisme, l'harmonica comme accessoire de la crise magnétique mesmérienne est progressivement aussi moqué. Il n'est pas condamné, mais en tout cas il est associé à la figure de Mesmer. À partir de la fin des années 1780, progressivement, on trouve de plus en plus donc, de textes qui disent que cet instrument est nuisible à la santé, précisément en raison de la façon dont on en joue, de ces fameuses ondes qu'il introduit, qu'il provoque sur l'âme, sur le corps de l'interprète ou sur le public. Ce discours gangrène petit à petit l'ensemble des textes. C'est un instrument aussi qui coûte particulièrement cher. Il est associé, vous l'aurez compris, à la mélomanie des élites aristocratiques. Donc, avec la Révolution française, la Révolution française, le ballet, le jette aux oubliettes comme le clavecin. Il y a une gravure étonnante où on voit, qui est intitulée Les Aristocruches, et on voit donc les 10 aristocruches jouer de l'harmonica. Et un instrument qui finalement a, malgré des perfectionnements qui lui ont été apportés, c'est un autre fil de l'enquête, qui finalement ne permet pas d'avoir une amplitude sonore suffisamment au goût
de l'époque, goût qui lui-même évolue. Donc le répertoire demeure somme toute limité. La puissance sonore est elle-même limitée, surtout face au mastodonte instrumental qui l'emporte peu à peu dans les pratiques et dans les recommandations, le piano. Le piano, qui est aussi une invention organologique du XVIIIe siècle et qui va devenir le roi de l'orchestre. Alors commence un effacement qui lui aussi est assez paradoxal. Le premier effacement, c'est celui de ces deux femmes. Dans un premier temps, on voit très bien qu'elles sont solidaires entre elles, ce qui n'était pas forcément évident, puisqu'elles ont travaillé ensemble, mais quand l'une défaille d'une certaine manière, l'autre ne peut plus continuer sa carrière. En revanche, cette solidarité qu'il y a entre les deux sœurs, on ne la retrouve pas dans le milieu professionnel de l'époque, puisqu'elles sont aidées dans un premier temps avec des concerts de charité, entre guillemets, mais très rapidement, elles n'ont pas l'aide financière qui leur permet de survivre. Et puis, elles sont effacées des livres, de musicologie et des dictionnaires. Oui, les dernières décennies de leur vie sont vraiment placées sous le signe de l'oubli, d'une certaine détresse. Elles sont femmes, elles sont restées célibataires, et donc les seules ressources qu'elles ont pour continuer à gagner un peu d'argent, en tout cas pour Cecilia Davis, Marianne a ressombré dans sa mélancolie qui la handicape, ce sont d'abord et uniquement les cours de musique à domicile, mais jusqu'à un certain âge. Et donc ensuite, c'est vraiment la charité de bienfaiteurs anglais, et en particulier de bienfaitrices anglaises, qui vient à leur secours pour leur permettre d'avoir un minimum de ressources pour se loger, pour se nourrir. Parce qu'il faut bien comprendre qu'à l'époque, les corporations de musiciens excluaient, en tout cas à Londres, excluaient les femmes. Les musiciennes professionnelles, quand bien même ont-elles été des célébrités, l'une à l'instrument et l'autre sur les scènes d'opéra. Et donc il y a simplement peut-être un remords de l'institution de la Royal Academy of Musicians qui organise un concert dont une partie des recettes est reversée, entre autres, à Cecilia Davis. Marianne est morte quelques années plus tôt. Et ce qui serre un peu le cœur quand même, c'est que 40 ans plus tôt, Cecilia Davis elle-même avait joué dans le plus grand théâtre londonien pour un concert à bénéfice, au bénéfice de musiciens anglais vieillissants, etc. Mais lorsqu'on fait un concert, entre autres pour elle, elle-même est oubliée et rayée de la mémoire, et alors de la mémoire des mélomanes, bien sûr. Et ce qui amène aussi à réfléchir sur la façon dont l'histoire de la musique, l'histoire savante de la musique, s'est écrite aussi durablement au masculin, mettant d'abord en valeur des compositeurs, des musiciens, des hommes solistes, et non pas ces femmes qui pourtant ont été aussi des têtes d'affiche sur scène ou dans des salles de concert à dimension relevant de musique de chambre, entre autres. Et alors qu'elles disparaissent des livres, l'harmonica rentre en littérature, c'est-à-dire qu'il devient un des motifs littéraires du romantisme en littérature, jusqu'à Rimbaud. Oui, alors ça, c'est une ligne de fuite de l'ouvrage. Je disais tout à l'heure que l'instrument a été discrédité, que le rejeu de cette réflexion sur les dangers de la musique pris dans les effets de la médecine des nerfs du XVIIIe siècle avait peu à peu fait de cet instrument céleste l'instrument de la dépossession de soi. C'est-à-dire qu'on redoute que cet instrument, au lieu de libérer, d'apaiser l'âme, au contraire, dépossède l'individu qui l'écoute ou qui en joue de sa raison. Et donc, il reste néanmoins une niche dans laquelle va pouvoir être vantée ces qualités divines de l'instrument. C'est la littérature romantique. Chateaubriand, Madame de Staël, qui a joué elle-même de l'harmonica de verre, et d'autres encore, notamment dans la littérature germanique, font de cet instrument le modèle, le symbole à la fois de la mélancolie, de la sensibilité la plus extrême, et qui est évidemment valorisée
par les romantiques, jusqu'au coup fatal porté par la mélophobie post-romantique qui ne laisse plus aucune chance à l'harmonica, et Flaubert étant celui qui peut-être achève littéralement l'harmonica dans Bouvard et Pécuchet, dans lequel, bien sûr, il ne manque pas d'évoquer l'harmonica et ses pratiques. Alors, ces trajectoires, est-ce qu'elles sont propres au XVIIIe siècle, à ce XVIIIe siècle des Lumières, ou est-ce qu'on va retrouver le même type d'effacement ou de mécanique du succès au XIXe siècle? Est-ce que, alors évidemment, on oublie l'harmonica, mais là, on passe sur finalement les trajectoires des femmes musiciennes. Qu'est-ce qui va changer ou pas au XIXe siècle? Pour les femmes ou les instruments? Pour les femmes et éventuellement le lien avec les instruments, parce que tu es passé sur le piano, par exemple, mais je préjuge. Alors, l'histoire des musiciennes au XIXe siècle doit être bien sûr resituée dans le contexte d'une nouvelle explosion du marché de la musique, d'une multiplication aussi des salles de concert et de la création de classes de musique, parfois mixtes, parfois réservées aussi à des musiciennes dans les premiers conservatoires. J'emploie ce terme générique qui nous parle à tous. Donc, il va y avoir, même si le poids des stéréotypes de genre dans le choix des instruments demeure prégnant, il va y avoir plus de femmes instrumentistes professionnelles. Reste que les commentaires de l'époque sur leur pratique demeurent encombrés de clichés, d'assignations en termes de répertoire. Les femmes pianistes en particulier doivent s'en tenir à des œuvres de petite envergure, des œuvres jolies. Le piano leur est réservé parce qu'elle préserve une certaine joliesse à l'instrument. Et par ailleurs, il y a toute une série de compositrices qui imaginent des œuvres tout à fait remarquables, sortant de ce répertoire restreint, et pour autant, elles aussi ont été durablement effacées des livres de musique, jusqu'à évidemment que la gender musicology en France et évidemment dans les pays anglo-saxons revisite la documentation et revisite cette histoire de la musique pour redonner une place aux femmes musiciennes. Mais cette pesanteur des stéréotypes, encombrant aussi et freinant les carrières des femmes virtuoses, perdure aussi, encore au XXe siècle. Ça, c'est sûr. C'est justement ma dernière question avant qu'on échange avec le public. On rejoint l'autre livre, La musique est-elle un genre? Est-ce que on ne peut pas comparer avec le XVIIIe siècle, c'est entendu, mais est-ce qu'on a les mêmes processus ou une inversion de ces processus d'invisibilisation? J'ai vu qu'il y avait des concours pour les chefs d'orchestre, ce qui n'existait pas il y a quelques années. Il y a aussi évidemment des trajectoires de compositrices, peut-être moins connues. Je suppose qu'il y a encore du chemin à faire, mais est-ce que, de ton point de vue, les choses sont en train de changer? Oui, bien sûr, on est sur le bon chemin. On vient d'emprunter le bon chemin. D'une part, pour favoriser les carrières des femmes artistes et les épauler à des moments clés de leur parcours, au moment de l'entrée dans une carrière qui peut avoir des prétentions internationales, les aider à conjuguer aussi vie personnelle, vie familiale et vie de nomade professionnelle, on va dire. Et il y a toute une série de dispositifs qui peut être réservé aux femmes pour valoriser leur talent. Le concours de la maestra, il y a des festivals aussi qui ne programment que des œuvres composées par des compositrices d'hier et d'aujourd'hui. On réédite des œuvres de musiciennes, il y a des enregistrements de femmes compositrices, et pas uniquement celles qu'on cite toujours, Clara Schumann, Fanny Mendelssohn, bien sûr, mais tant d'autres qui progressivement sortent des cartons d'archives, leurs compositions sortent des cartons d'archives, et puis il y a toute une série de parcours biographiques qui sont ainsi retracés, qu'il s'agisse de chanteuses ou d'instrumentistes. Vous voyez l'honneur qui est fait cette année à Pauline Viardot,
alors en écho avec la mission patrimoine, puisque son château, etc., etc. Mais on redécouvre que Pauline Viardot a bien sûr été une chanteuse de grande réputation, mais aussi une compositrice. Et donc, il y a toute une série d'enregistrements qui sont prévus et qui vont sortir dans les mois qui viennent. Entre autres initiatives, et vous avez aussi des formes de partenariat, de tutorat par des musiciennes qui, elles, ont pu faire carrière, qui sont mis en place par la SACEM, par exemple, et qui viennent en aide à des artistes, à différentes femmes, à différentes étapes de leur vie. Et le fait que la SACEM ait mis sur son site, propose sur son site une visite de ses archives par le biais des musiciennes, est aussi un signe de l'intérêt des institutions pour valoriser le parcours des musiciennes, mais aussi un signe de l'intérêt du public. Dans quelques semaines, j'irai faire une conférence inter-âge, inter-université à Givres-sur-Yvette sur les musiciennes, à la demande de la mairie de cette ville. Merci Mélanie. Je propose de passer la parole au public. Est-ce qu'il y a des questions, des demandes? Un cri. Ah, merveilleuse transition. Merci infiniment pour notre happening final. Alors, l'instrument, les quelques prototypes du 18e, on ne conserve que quelques prototypes du XVIIIe siècle, notamment certaines cloches de l'instrument de Franklin en personne, au musée Franklin, mais un certain nombre de cloches ont été brisées ou ont été perdues. Au musée de la musique à Paris, vous trouvez une version augmentée de l'harmonica de verre, parce que c'est aussi quelque chose que j'aborde dans le livre, comment on perfectionne les instruments. On les perfectionne comme les autres machines. C'est un processus collaboratif qui déjoue une histoire linéaire et héroïque de l'invention. Et puis, pour rester dans le cadre français, à Colmar, au musée Unterlinden, vous avez un salon de musique avec un harmonica de verre. Et je cite Colmar et ses habitants parce que l'un d'eux, Thomas Bloch, a été l'un des premiers à consacrer, c'est un musicien professionnel, à consacrer ses travaux de recherche en musicologie à l'histoire de l'harmonica de verre, et il est originaire donc de Colmar. Et désormais, donc il a fait refabriquer des instruments de verre, dont l'harmonica, et il se produit en concert sur cet instrument. En tentant d'imiter au mieux les formes, la disposition, les articulations mécaniques que Franklin et ceux qui ont perfectionné l'instrument avaient pu envisager. Donc, si vous sur Internet, on va y aller tout à l'heure ensemble si vous voulez bien. En conclusion, vous trouverez plein de bouts, plein d'extraits d'harmonica. Et j'adresse un avertissement au public, ça peut vous surprendre. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout habitué, évidemment, à ces sonorités cristallines. Et ça, c'est aussi un point qui m'importait beaucoup dans ce questionnement sur les lumières, c'est de montrer, certes, les lumières sont notre matrice, la matrice de notre modernité, mais il y a aussi des étrangetés. Et cet instrument aussi fait partie de quelque chose qui nous alerte sur l'histoire de nos oreilles, de nos goûts en musique. Le goût pour l'harmonica s'est progressivement effrité jusqu'à ce qu'on oublie cet instrument. Et peut-on encore l'apprécier comme l'ont adulé, applaudi, ravi, jusqu'à en perdre la raison, les mélomanes du XVIIIe siècle? Ça pose aussi la question des conditions d'écoute. C'est-à-dire que ça suppose des petits théâtres ou des petites pièces, puisque c'est quand même des sons assez légers. Et c'est vrai que ça correspond aussi à un monde de la musique qui est plus refermé, qui n'est pas celui d'un grand public, etc. Oui, absolument. En fait, cet instrument est davantage un instrument de musique de chambre, de musique de salon, plutôt qu'un instrument de concert. Et donc, par la réverbération sonore ne le sert pas. Donc, il ne pouvait pas triompher dans des grandes salles. Et pourtant, des compositeurs comme Mozart, Naumann, Beethoven ont écrit pour l'instrument.
Donc c'est quand même, vous voyez, quand je dis c'était un instrument célèbre, pas uniquement parce que les aristocrates s'en sont entichés, mais les musiciens aussi ont considéré que cet instrument qui ne se désaccordait pas, qui proposait des sonorités jusqu'alors inouïes, il devait aussi s'y mettre et composer pour lui. Ah ben voilà, on est connectés, vous voyez. Oui, on a des partitions et Thomas Bloch ou William Zeitler et Jean-Luc Chapuis, qui sont des virtuoses actuels de cet instrument, se sont fait fort de retrouver en enquêteur érudit et méthodique l'ensemble des partitions possibles. Donc on en a quelques-unes conservées aussi à la BNF. Et puis bien sûr, la plus célèbre d'entre elles est celle de Hasse, composée en 1769 à Vienne, parce que c'est une sonate célébrative qui s'appelle, une cantate, pardon, qui s'appelle l'harmonica. Donc voilà, et qui a été composée à l'occasion d'un mariage, du mariage d'une des filles de l'impératrice Marie-Thérèse, une archiduchesse, et donc c'était l'instrument de l'harmonie, comme le mariage doit être aussi le monde de l'harmonie familiale et d'une harmonie entre États, puisqu'évidemment cette archiduchesse faisait un mariage avec une cour, un descendant d'une cour italienne prestigieuse. Alors, Franklin lui-même jouait des musiques pastorales, des musiques on dirait un peu folkloriques, des ballades, etc. Mais au départ, hein, on pouvait improviser, Marianne Davies improvisait ou jouait des adaptations d'airs connus du public londonien ou du public européen. Et progressivement ensuite, les compositeurs ont écrit pour cet instrument. Mais évidemment, compte tenu de cette tessiture qui est quand même aiguë, même s'il y a 37 cloches qui vont du grave, de son plus grave au plus aigu, c'est quand même des sons assez aigus, cristallins, la puissance sonore est limitée, comme je le disais. Donc en fait, c'est aussi une des faiblesses acoustiques insurmontables de l'instrument. Au-delà du débat, est-ce qu'il est dangereux ou pas pour la santé, est-ce qu'il atteint les nerfs de celui qui joue ou qui écoute. Donc je pense que c'est effectivement une limite intrinsèque, essentielle même de l'instrument, au-delà des imaginaires qu'on a pu projeter sur lui. Oui, mais ça correspond quand même à des pratiques musicales qui étaient appréciées du temps. Tu vois, des adaptations d'opéra. Il y avait vraiment cette recherche de la pureté sonore et cette quête de l'aigu qu'on retrouve aussi dans la fascination à la même époque qu'exerçaient encore les castrats. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment se dérègle en même temps la fascination pour les castrats et ce goût pour cet instrument. Et évidemment, ça se polarise particulièrement en France. Et c'est un instrument qui est joué majoritairement par des femmes ou c'est mixte au niveau des interprètes ? Alors, à l'époque, le premier instrumentiste est une femme, c'est Marianne Davies, et Franklin, bien sûr. Hein, Franklin garde son petit prototype et tout, il est content. Mais ensuite, il y a d'autres instrumentistes femmes, mais progressivement, c'est tout de même un répertoire, un instrument qui est interprété par des hommes ou musiciens amateurs ou eux-mêmes professionnels, notamment des clavecinistes, qui évidemment ont une aisance plus naturelle pour jouer de cet instrument, comme Uhl Mendel, par exemple, à Paris. Alors, le caractère scientifique de l'instrument est oublié, d'abord parce qu'on n'en joue plus. Donc, les générations qui ont aimé cet instrument ont disparu. Donc, il n'y a pas eu cette transmission de la pratique et de l'écoute. Il y a simplement quelques érudits qui vont faire mention
de l'instrument, mais déjà comme une étrangeté. Et qui construisent aussi un discours légendaire sur l'instrument qui l'encombre et qui encombre très longtemps la bibliographie sur il provoque l'accouchement des vaches, enfin bon des trucs, voilà, il a provoqué des suicides, etc., etc. Mais je sais plus que. Donc après, au XIXe siècle, il y a un cloisonnement qui se met aussi progressivement en place entre le monde de la musique et le monde des sciences et techniques. Et moi, ce qui m'a intéressée à travers l'histoire de cet objet, c'était aussi de montrer comment l'histoire de la musique, l'histoire de l'innovation organologique est pleinement inscrite encore dans l'histoire des sciences et des techniques. Et il y a une porosité de ces mondes. La preuve, c'est que si, comme je l'ai fait, quand vous plongez dans les archives de l'Académie royale des sciences, en repérant les instruments, parce que ce sont des machines, donc forcément il y a cette certification qui concerne aussi les instruments, ce sont les plus grands savants de l'époque qui viennent valider les qualités acoustiques de ces inventions. Il y a Vandermonde, qui est un grand mathématicien, d'Alembert, que vous connaissez, à UI, qui est un minéralogiste, il y a des astronomes. Enfin, voilà, il y a, et pour eux, c'est tout à fait, c'est le même geste de s'intéresser à des machines pour broyer des céréales, pour construire des piliers de pont, que pour voir si cette machine musicale est performante ou pas plus qu'une autre, et pour contribuer à la valorisation des innovations en musique, les nouveaux instruments qui peuvent naître d'hybridation, c'est-à-dire un violon-vielle. Il y a des objets assez étranges qui n'ont pas perduré, qui ne se sont pas imposés dans les pratiques. Il y a des transformations d'objets, des augmentations d'objets, des guitares à deux manches. Et puis, il y a aussi les accessoires liés à la pratique musicale qui font l'objet de certifications aussi mécaniques. Les ancêtres des métronomes, des machines pour accorder les instruments. Et tout cet intérêt des scientifiques pour les instruments de machine, on le voit moins direct pour les instruments de musique, on le voit moins directement au XIXe siècle parce que ça n'entre plus dans les compétences de l'Académie, alors c'est plus l'Académie royale, de l'Académie des sciences, on va le dire vite. Et la base des brevets devient, enfin l'attribution d'un brevet devient donc la preuve de la qualité de l'instrument de musique. Donc il y a une séparation en fait des domaines qui était déjà à l'œuvre en Angleterre, ce qui explique aussi sans doute pourquoi en partie les savants eux-mêmes ont progressivement délaissé l'instrument dans leur discours. La musique, oui. Alors il faudrait peut-être un petit coup de main, parce que là, je sais pas. Ah oui, on va fermer. Voilà. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, cet instrument suscite à nouveau l'intérêt des compositeurs ou de tous les ingénieurs du son qui sont fascinés par des sonorités tout à fait étranges et qui veulent surprendre. Donc, on peut évoquer, par exemple, Damon Albarn, le chanteur de Gorillaz. On peut évoquer du Sapin, qui, il y a quelques années, a écrit pour l'harmonica de verre, mais inséré dans un orchestre et pas uniquement pour l'harmonica de verre. Alors, on laisse la musique conclure. Oui. Bouchez vos oreilles. Avec Mélanie. Tu verras quand j'arrête. Oui. Ah bah. Donc, c'est Thomas Bloch, je crois, qui est à l'honneur. Et d'autre part, je rappelle que tu signes ton ouvrage et que vous pouvez continuer à échanger avec Mélanie pendant que le monsieur joue. Merci beaucoup.